Salut! Mon cadeau du jour, une vidéo pour réviser les figures de style en seconde et en première et revoir également leurs effets. Tout cela bien sûr avec des exemples tirés de la littérature. Pour te challenger un peu, je te préviens, les questions vont se succéder et les réponses se trouveront à la fin de la vidéo. 10 questions et une question bonus qui peut te rapporter un point en plus. N'hésite pas à ce propos à noter ton score en commentaire afin de défier les autres. À tout de suite. Une petite info avant de te lancer. Je te laisse 5 secondes de réflexion entre les questions. Je t'invite donc à mettre la vidéo sur pause pour trouver la ou les bonnes réponses. Allez, que le quiz commence. Jean de La Fontaine, dans sa fable L'homme et son image, écrit: un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux. Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Relèves-tu ici une gradation, une répétition, une anaphore ou une périphrase? Choisis aussi l'interprétation qui te semble la plus adaptée. L'omniprésence des miroirs souligne la fascination des individus pour leur apparence. Le miroir est un symbole de richesse et de pouvoir. La Fontaine critique ici l'inégalité sociale. Dans Les Précieuses ridicules, Mascarille, valet rusé qui se fait passer pour un marquis, s'exclame: ha ha ha, je vous apprendrai à vous connaître. Ces canailles-là s'osent jouer à moi. Ce procédé rythmé et musical met en relief l'agacement du valet et renforce le comique de cette scène. Mais quelle est donc cette figure de style? Une assonance? Une allitération? Une répétition? Une paronomase? À travers la première strophe du Dormeur du Val, Rimbaud écrit: c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Ici, tu repères deux personnifications, deux métaphores, deux allégories ou deux comparaisons. Identifie aussi la fausse interprétation qui n'est absolument pas adaptée à ce poème. Cette figure de style met en lumière une nature agréable, une scène vivante et animé, un décor immobile, un univers enchanteur. Dans 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne décrit un combat entre le capitaine Nemo et un poulpe géant. Aussitôt, un de ses longs bras, au poulpe, se glissa comme un serpent par l'ouverture et 20 autres s'agitèrent au-dessus. Le malheureux, le capitaine, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l'air au caprice de cette énorme trompe. Deux figures de style apparaissent ici, une personnification puis une comparaison, une allégorie puis une comparaison, une métaphore puis une comparaison puis une métaphore. Choisis aussi parmi ces trois interprétations celle qui est incorrecte. L'image du serpent souligne l'aspect sinueux, rapide et menaçant du tentacule qui se faufile vers sa proie. Comme un serpent évoque l'idée d'un mouvement contrôlé et calculé, semblable à celui d'un prédateur patient. Énorme trompe accentue la puissance du tentacule, rappelant la trompe de l'éléphant. Dans l'Incipit, autrement dit dans le début de Germinal, Zola écrit: sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. Une métaphore filée se retrouve à travers ces lignes. Du vent, de la mer, qui crée une atmosphère oppressante, une atmosphère envoûtante et onirique qui ressemble à celle d'un rêve, qui évoque la puissance de la nature, qui insuffle une intensité poétique. Parmi ces interprétations, une est inexacte. Laquelle ? Jacques Prévert écrit dans son poème Les oiseaux du souci: pluie de plume de pluie, celle qui vous aimait n'est plus. Que me voulez-vous, oiseau, plume de pluie de plume? Quelles sont les deux figures de style dans l'ordre que tu peux repérer? Un parallélisme et une litote, un parallélisme et une antithèse, un chiasme et un oxymore, ou un chiasme et un euphémisme.
À présent, nous sommes à bord d'un bateau parti de l'Italie pour aller à New York. Don Giorgio nous a menés jusqu'au port et nous avons embarqué sur un de ces paquebots construits pour emmener les crève-la-faim d'un point à un autre du globe dans de grands soupirs de fioul. Peux-tu dire ici où se situe la périphrase? Paquebot construit, crève-la-faim, soupir de fioul. La misère a également inspiré Victor Hugo. Dans cet extrait de son discours contre la misère, il dit « Il y a des rues où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture que des monceaux infects de chiffons en fermentation. Relèves-tu ici une gradation, une énumération, une anaphore? Attention, ici, il y a une fausse affirmation. Selon toi, ce procédé permet d'englober toutes les catégories, y compris les plus fragiles comme les enfants, de refléter une hiérarchie de valeurs, de créer une impression d'entassement. Quand Théramène déclame dans Phèdre la tragédie de Racine, « Vous-même, où seriez-vous, vous qui la combattez, si toujours Antiope à ses lois opposées, d'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée ?» Tu peux relever une antithèse, un oxymore, une antiphrase ou une opposition. Dans cet extrait de La peau de chagrin, les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Tu peux relever des antithèses, des parallélismes, des chiasmes ou un parallélisme antithétique. À ton avis, quelle interprétation est fausse? Le fait que ce procédé renforce l'idée de dualité, de lutte intérieure, en traduisant un équilibre instable, ou qu'il souligne une préférence pour la lumière et l'existence qui triomphe sur les ténèbres. Allez, une question bonus pour te rapporter un point. Voici un échange tendu entre Antigone et sa nourrice. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Ici, tu peux relever deux procédés qui traduisent l'ironie, le sarcasme de la nourrice. Deux antithèses, deux oxymores ou deux antiphrases. Allez, il est grand temps de corriger notre vidéo quiz spéciale figures de style et leurs effets. Dans la fable de Jean de La Fontaine, il s'agit bien d'une anaphore qui consiste à répéter des mots au début d'une phrase, d'un vers ou d'une proposition. L'omniprésence des miroirs souligne la fascination des individus pour leur apparence. Dans la réplique des Précieuses ridicules, tu peux relever une assonance en A. Je rappelle que le mot assonance se termine par une voyelle. C'est donc une répétition de voyelles. Et l'allitération par une consonne, ce qui est un excellent moyen mnémotechnique. Dans ce poème, bien sûr, tu peux repérer deux personnifications qui consistent à donner un comportement humain, chanter, se sentir fier, à ce qui ne l'est pas. La personnification donne souvent une impression de vie, de féerie, de poésie, mais pas d'immobilité dans ce cas-là. Ici, Jules Verne fait d'abord une comparaison entre le bras du poulpe et le serpent, puisque l'on relève l'outil comparatif comme. Ensuite, il invente une métaphore. Le tentacule est comparé à une énorme trompe, mais il n'y a pas d'outil comparatif. D'ailleurs, tu aurais pu dire aussi qu'énorme trompe est une hyperbole. Cette comparaison avec le serpent donne l'impression que le mouvement est rapide, imprévisible, plutôt que calculé, bien entendu. Dans l'Incipit de Germinal, l'on trouve une métaphore filée. Certes, cela commence par une comparaison, comme une mer, mais l'analogie se poursuit sans outil de comparaison, jeté en brin. L'atmosphère est plutôt oppressante qu'envoûtante et onirique. Dans le poème de Prévert, je note la présence d'un chiasme, une figure de style construite en miroir, A, B, B, A, ainsi qu'un euphémisme qui consiste à adoucir une réalité peu agréable, celle qui vous aimait n'est plus. Je rappelle qu'une périphrase est une formulation en plusieurs mots qui pourrait être exprimée en un seul mot. Et oui, crève la faim désigne donc les passagers qui souffrent de la pauvreté. Cette périphrase insiste sur leurs conditions de vie difficiles et sur leur précarité. Dans son discours, Victor Hugo fait une gradation descendante, c'est-à-dire une énumération du plus fort, l'homme, au plus fragile, l'enfant. Cela nous touche,
et crée aussi une impression d'entassement, évoquée d'ailleurs par le terme pêle-mêle, comme si les uns vivaient véritablement sur les autres. Aucune hiérarchie de valeurs ici. Dans cette réplique, deux mots s'opposent. Pudique, synonyme de discret, et ardeur, synonyme de fièvre, de fougue. Ces deux mots sont collés, donc il s'agit d'un oxymore. Pour cette dernière citation, j'ai été très gentille. Plusieurs réponses sont possibles. Il y a effectivement des antithèses. Ténèbres, lumière, grâce, horreur. Tu peux aussi noter la présence d'un parallélisme. Ténèbres, néant, lumière, existence. AB, AB. Mais comme les termes s'opposent, tu peux parler de parallélisme antithétique, c'est-à-dire qui comporte une antithèse. Je termine par la question bonus qui peut te rapporter un point. Dans cet échange entre Antigone et sa nourrice, cette dernière utilise deux antiphrases qui traduisent son ironie. Bon, j'espère que tu as obtenu un bon score. N'hésite pas à le noter en description et à aimer cette vidéo. À bientôt!